moderne 20 000 lieues sous les mers, au héros Marvel, Aquaman, en passant par le Walt Disney, l'Atlantide, l'Empire perdu, jusqu'à la bande dessinée Les Petits Hommes, le peuple des abysses. Les grands fonds marins ont toujours fasciné et terrifié les hommes. Ils sont aussi riches d'une biodiversité peu connue et deviennent des espaces stratégiques clés en matière de ressources naturelles comme de communication. Pourtant, les abysses demeurent peu connus dans leur majorité car selon l'Organisation hydrographique internationale, seulement 10% de la surface des fonds de plus de 200 mètres connus. Alors pourquoi, malgré la curiosité qu'ils suscitent et les richesses qu'ils recèlent, les grands fonds marins sont-ils si peu explorés? Quelle place occupe la France dans leur découverte? Quels sont les grands enjeux qui vont les régir dans les prochaines décennies? C'est à ces questions que sont venus répondre nos trois intervenants. Monsieur Christophe Agnus, vous êtes né à Brest en 1963. Fils d'officier de marine, vous perdez votre père à 4 ans, lors de la tragique disparition du sous-marin La Minerve en 1968. Vous suivez des études de droit, de sciences politiques, de sciences de l'information et de la communication, et enfin de management des médias, tout en faisant vos débuts de journaliste au Télégramme. Vous poursuivez votre carrière à l'Express, puis relancez en 2019 les éditions Nautilus que vous dirigez aujourd'hui. Vous publiez régulièrement à partir de 1987 vos livres journalistiques, comme vous les nommez vous-même, sur les thèmes de la mer et des grandes courses au large dont vous êtes passionné. En 2022, vous publiez votre premier roman intitulé L'Armée d'Edward et est en pleine gestation de 4 nouveaux ouvrages que vous publierez cette année, dont l'un que vous coécrivez avec M. Evan Le Bourdet qui traitera des activités sous-marines. À ce titre, on pourrait corriger ce qui est écrit ici. Vous êtes aujourd'hui plus écrivain que journaliste. Vous nous apporterez donc un regard littéraire et culturel sur notre thème de l'aventure des abysses. Monsieur Jean-Marc Sornan, né en 1955, vous êtes titulaire d'un doctorat de géologie de marine, après avoir travaillé 2 ans comme ingénieur conseil à SCE, Société d'aménagement et de gestion du territoire. Vous travaillez pendant 4 ans au laboratoire d'Ifremer de La Rochelle et obtenez en 1986 la distinction d'océanographe. Vous créez Écocéan en 1987, qui fusionnera ensuite en 1991 avec Créo. Et donc vous devenez directeur général de Créocéan, la fusion, en 2004. Très attaché aux collaborations internationales, vous êtes membre fondateur du groupe européen d'intérêt économique Europhare, créé en 1997, et êtes nommé en 2005 conseiller du commerce extérieur de la France. Attentif au développement des relations entre les organismes de recherche et les structures d'application, vous êtes nommé la même année membre du conseil scientifique de l'Université de La Rochelle, puis membre de son conseil d'administration, fonction que vous occuperez jusqu'en 2016. Vous êtes aujourd'hui président de la société Abyssa, dédiée à la connaissance et l'exploration des grands fonds marins. Votre passé de chercheur de l'Ifremer, couplé à votre expérience chez Abyssa, vous apportera donc un regard scientifique et économique sur notre sujet. Enfin, monsieur Olivier Lefort, donc après un double diplôme d'ingénieur, vous avez travaillé en recherche et développement dans le domaine de l'hydrodynamique navale et de l'architecture navale pour le ministère français de la Défense. En 1992, vous êtes engagé par l'Ifremer dans l'unité chargée de la construction des navires océanographiques. Vous prenez la direction de cette unité en 1998 et pendant 11 ans, vous avez été en charge de la construction des navires océanographiques de l'Ifremer, dont le Pourquoi pas, acquis en partenariat avec la Marine nationale. Vous avez été représentant de l'Ifremer dans l'équipe de projet intégré de la Défense pour la construction du Beautemps-Beaupré. En 2009, vous devenez directeur de la flotte océanographique de l'Ifremer, qui est labellisée la même année comme très grande infrastructure de recherche par le ministère français de la Recherche, et devient la flotte océanographique française en 2018. Au niveau européen, vous participez activement à la collaboration en matière de recherche océanographique et êtes au cœur de la réflexion sur l'avenir des flottes de recherche européennes. Vous êtes également membre de l'International Research Ship Operators, réseau mondial qui réunit chaque année les responsables des principales flottes océanographiques. Grâce à votre expérience et vos responsabilités à l'Ifremer, vous nous apporterez un regard global en matière de recherche, et notamment la place que la France occupe en la matière. Vous êtes tous trois passionnés par la mer et par les grands fonds marins, et vous avez accepté d'intervenir aujourd'hui pour la journée des sciences navales. Nous vous en remercions vivement. Notre table ronde a donc pour thème l'aventure des abysses, que nous pouvons définir comme l'ensemble des fonds marins supérieurs à 300 mètres,
une profondeur à partir de laquelle la lumière est absorbée et perdant son influence. Nous aborderons les raisons qui rendent les fonds marins si attrayants et les difficultés technologiques qui freinent encore leur découverte, mais aussi les grands défis de l'avenir et la place que la France ambitionne d'y jouer. La première question que je vous propose d'aborder aujourd'hui traite de l'histoire de la découverte des grands fonds marins. Quelles ont été les motivations qui ont poussé les hommes à les explorer? Et où en est-on aujourd'hui dans cette découverte? Alors, c'est moi. En fait, déjà, pour remonter, les fonds marins, règle le mot abysse, ça vient c'est abyssos, c'est grec, qui veut dire sans fond, sans limite. Donc déjà, les Grecs, et je remonte au grec parce que Platon, c'est un des premiers à avoir parlé des fonds marins. Alors ce qui m'amuse, parce qu'il disait que pour lui, il imaginait les fonds, bon, vous voyez la mythologie grecque, donc au-dessous des fonds, il y avait l'enfer. Et au-dessous de l'enfer, il y avait Tartare. Tartare, c'est pire que l'enfer. Et il imaginait qu'il y avait des fluides d'eau pour alimenter Tartare en eau. Donc ils avaient déjà quand même une imagination assez forte, donc ça les fascinait sur ces fonds qui n'atteignaient pas. Mais en fait, mais pendant très longtemps, les fonds, c'était juste déjà 30 mètres, 20 mètres. C'est-à-dire les grands fonds, c'était déjà... on raconte l'histoire d'Alexandre. On ne sait même pas si c'est vrai. Alexandre aurait fabriqué une bulle de verre pour aller découvrir les fonds. Il serait allé dans la bulle de verre pour voir les fonds. Peut-être qu'il est à 10 mètres. On ne sait pas si c'est vrai, parce que ça a été raconté qu'au 9e, 10e, 11e siècle, donc bien longtemps après Alexandre. Mais ça prouve que le fait même que ça soit devenu une légende montre que ça fascinait l'idée d'aller déjà sous l'eau, d'aller voir ce qu'il y avait sous l'eau. Donc déjà, pendant très longtemps, et si vous vous amusez, regardez au XVIe siècle, il y a la Carta Marina, c'est extraordinaire, je ne sais pas si vous connaissez cette carte, regardez, allez la voir sur internet, la Carta Marina, c'est une carte qui date de 1529, et qui montre la vision qu'on a, non pas des fonds, parce qu'ils n'avaient pas, mais des monstres qui pouvaient surgir des fonds. C'est-à-dire que, et il y a un nombre de fonds, j'ai noté, j'ai regardé, il y a 1529 monstres sur la carte. Et ils en étaient persuadés, ils racontaient des histoires incroyables, et tout marin à qui il arrivait un malheur, il mettait ça sous le compte d'un monstre sorti des abysses. Il fallait que ça soit, parce que ça ne pouvait pas être de sa faute, donc c'était forcément quelque chose qui pouvait attribuer à un monstre, et comme on ne savait rien des océans, c'était facile de le dire. Et en fait, si on regarde l'histoire, même je reviens sur Platon, parce que c'est lui aussi qui a raconté l'histoire de l'Atlantide, enfin c'est un des premiers à raconter l'histoire de l'Atlantide. L'Atlantide, elle est voir normalement, hein, si Platon n'a pas dit de conneries, elle est entre les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est le détroit de Gibraltar. Donc, ça m'étonnerait qu'elle soit là, mais enfin, en tout cas, l'histoire veut qu'elle soit là. Et c'est pas très profond quand même là-bas. Le détroit de Gibraltar, je pense que c'est des sous-mariniers qui sont déjà passés, ils savent que c'est pas profond, c'est pas très profond. Mais les premières explorations vraiment des grands fonds, en fait, même si on a fantasmé les fonds pendant très très longtemps, il faut attendre le 19e siècle pour qu'on commence à savoir, à se poser des questions et faire vraiment des études sur ce qu'il y a dans les grands fonds. Et c'est l'expédition Challenger, donc à la fin du 19e, expédition qui va durer 3 ans et demi, et qui va faire des sondages jusqu'à 6-7 000 mètres. Alors là, c'est vraiment la première fois. Et surtout, ce qui est intéressant dans Challenger, c'est que, outre le fait, là, ils ont découvert 4717 espèces inconnues, mais certaines, ils sont allés la chercher à 5500 mètres. Or, avant, on pensait qu'il n'y avait aucune vie à ces profondeurs-là. Et eux, ils ont remonté des espèces qu'ils ont capturées à 5500 mètres. Donc, ils ont pu prouver que, il y avait des espèces vivantes. Donc ça, l'expédition de Challenger, c'est vraiment le début de la connaissance scientifique sur les grands fonds. Donc c'est hier, quoi. Enfin, vous voyez l'espace, je ne m'en même pas l'histoire, mais si on prend l'espèce humaine, c'est 200 000 ans, c'était il y a un siècle et demi. Quoi. Il y a un siècle et demi qu'on commençait à savoir ce qui se passait au-dessous de 50 mètres, quoi, de 40-50 mètres. Et donc Challenger, c'est vraiment très important. Et la cartographie, puisqu'on parle de cartographie, c'est 1923-1930. La cartographie des grands fonds commence en 1923-1930 par les Néerlandais, qui commencent à utiliser des bateaux de la marine néerlandaise pour faire des cartographies de grands fonds. Donc c'est hier, c'est un siècle, c'est même pas un siècle. Donc vraiment tout ça c'est très récent. Alors il faut revenir à Challenger parce que là je ne peux pas m'empêcher évidemment de revenir un peu encore avant. 1797, Fulton, qui est un Américain, et qui invente le sous-marin. Enfin, il n'invente pas parce qu'il y a eu plein d'histoires. Enfin, je parlais d'Alexandre, mais il y a eu plein d'essais. Il y a eu d'essais de sous-marins plus ou moins bancals. Et puis lui, il arrive en 1797 avec un sous-marin qu'il propose en 1803 à Napoléon. Et Napoléon dit que ça n'a aucun intérêt.
Et donc, je dis ça, j'espère qu'il y a sous-marin, il dit que mais c'est le premier sous-marin. Alors c'est très marrant de le voir, regardez l'image, parce que c'est quand même le premier sous-marin où pour se déplacer, il y avait une voile, quoi. Donc quand il était en surface, on déployait une voile, il avait prévu que... Bon, il va pas personne n'en voudra de son sous-marin, mais c'est le premier, et j'en cite parce que son nom c'était le Nautilus. C'est le premier, il appelle son sous-marin le Nautilus en 1797. Et alors, il va y avoir après d'autres recherches, des sous-marins vont avancer. Mais pourquoi j'en parle parce que même s'il y a d'autres essais de sous-marins qui sont plutôt des trucs qui vont sous l'eau, il y a 3-4 hommes qui pédalent, ou qui tournent des manivelles pour faire avancer, et qui vont à 10 mètres sous l'eau, et puis qui vont... Voilà. Il y en a un peu pendant la guerre de sécession qui vont réussir à mettre quelques bombes s'ils n'arrivent pas à exploser avant. Parce que parfois, il fallait qu'ils tapent la coque pour déclencher, il devait partir très vite pour ne pas avoir l'onde de choc. Alors, je vous imaginez qu'il y en a plein qui sont morts. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en 1867, il y a Jules Verne. Il écrit 20 milieux sous les mers. Et ça, c'est génial, parce que c'est là, il invente un sous-marin qui n'existe pas. Il invente un premier sous-marin capable jusqu'à 1000 mètres, c'est-à-dire qu'il n'existe toujours pas, enfin, en tout cas de cette taille, habité avec autant de monde à bord, etc. Mais il invente un sous-marin moderne en 1867. Et alors que rien n'existe, il fait en plus marcher son sous-marin à l'électricité, et avec bon, là, des batteries au sodium, c'est encore autre chose, mais enfin, il invente plein de choses, enfin, il n'invente pas, parce qu'en fait, tout ça, il va agréger plein de connaissances scientifiques, et il va juste 2, 3, 4 étapes plus loin que ce que les scientifiques imaginaient ou les ingénieurs imaginaient. Et il invente de sous-marins. Et en fait, le Nautilus, c'est la première exploration des grands fonds, quoi. Si vous lisez 20 milieux sous les mers, il va faire des découvertes à 2, 3, 400 mètres, il va chercher des trucs, il descend jusqu'à 1000 mètres avec son sous-marin, et ils font une exploration permanente. Voilà. Et ça, c'est le premier roman. Bon, si vous écoutez, enfin, il a écrit ce bouquin, L'Allemand de George Sand. En plus, il y a une dimension littéraire assez forte. C'est lui, elle avait adoré son bouquin, le livre où il la voyait dans le ballon et après sur la Lune. Et je lui avais dit, le prochain bouquin, la prochaine fois, il faut l'écrire sous les océans. Donc il avait écrit ce livre-là. Et ça, c'est vraiment un livre clé. C'est accessoirement, Jules Verne, l'auteur français le plus lu dans le monde, toujours aujourd'hui. En plus de vous montrer le poids. Et 20 milieux, je pense que c'est un livre français le plus lu dans le monde. Il n'y a pas eu de... Donc ça, c'est une date clé, 1867-69, où il a ça. Et puis après, l'exploration continue. Et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est en 1934, c'est le sous-marin qui s'appelle Bibi. Il descend à 908 mètres. Et franchement, il faut être taré, parce que c'est une coque ronde, 1,45 m de large, externe, hein. Donc imaginez l'intérieur. Même si ça fait 10 cm, ça fait pas grand-chose, ça fait un 25, parce que vous prenez 10 cm de large. Et il y avait un type à bord, deux types à bord, 2 mètres, 2 personnes. Et ça tenait par un câble. C'est-à-dire qu'ils ont largué les mecs à 908 mètres, tenus par un câble. Le câble pété, il y avait un câble. Et la confiance des deux personnes qui sont allées à bord, les deux Américains qui sont allés à bord, je trouve assez extraordinaire. Et donc, mais c'est la première, je dirais, qui va vraiment essayer d'aller voir les grands fonds. Il y avait un hublot. Donc, bon, ils n'ont rien vu, mais il y avait un hublot. Et c'est parce qu'il faut un peu de lumière. On est pas d'accord. Mais c'est pas grave, vous avez anticipé le truc. Et puis après, vous avez Picard. Et alors, Picard, c'est très très important, parce que c'est un Suisse qui se fait financer par les Belges, Auguste Picard était allé dans l'espace, et il s'est dit, il était à 30 000 mètres maximum, et il s'est dit, mais on peut faire la même chose, elle est sous l'eau. Et il va faire un premier sous-marin qui va être une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à mettre 2 personnes à bord, ils vont l'emmener au fond, ils vont rester, je crois, 8 minutes au fond, et ils vont mettre 12 heures à remonter. Et puis, il va tellement être abîmé dans la remontée qu'il ne va plus jamais être opérationnel. Mais il va donner l'idée à plein de gens de faire la même chose, et les Français vont faire le FNRS 3, qui va être un vraiment premier expédition sous-marine. Là, c'est vraiment un premier en 1954, et ça va être un premier sous-marin d'exploration qui va descendre à 4000 mètres quand même, 4050 mètres. Et ça, c'est le début de l'exploration, vraiment, on va commencer à pouvoir accéder, quoi. Et puis après, vous avez le Trieste, évidemment, c'est toujours Picard, Auguste Picard qui le crée, Jacques Picard, son fils, est dedans, Jacques Picard qui est le père du Picard actuel qui est envoyé, voilà, c'est vraiment une famille de tarés. Et donc, et Jacques Picard descend, avec Welch qui était un Américain, c'était un sous-marin italo-belge,
racheté par la Navy et une opération financée par la NASA. Et ils vont descendre à 10 914 mètres, je crois. Donc c'est la première descente de la fosse des Mariannes. Voilà, c'est un truc... et là, on y est. Là, on est dans la première exploration, et tout ce qu'on a fait découle de ça. Très bien. Monsieur Lefort, maintenant qu'on a eu un bref historique, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point de situation sur la situation actuelle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la découverte des fonds marins? Alors, la découverte des fonds marins, ça reste une aventure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé quand même... Le premier sous-marin habité 6000 mètres en France, ça a été Nautil, on l'a vu ce matin. C'est un sous-marin qui descend à 6000 mètres, mais ça reste un outil dont le déploiement reste assez sensible. On ne peut pas le déployer au-delà de mer 4, et on fait très attention à ce que la prévision météo pour le récupérer le soir ne soit pas supérieure à 5, parce que sinon on va laisser des gens en surface dans un sous-marin qui flotte en surface. Ceux qui l'ont déjà fait peuvent en témoigner, c'est pas toujours très, très agréable. Mais il y a surtout que ça a été la première capacité avec des engins comme l'Andy, développés à peu près à la même période aux États-Unis, pour descendre jusqu'à 6000 mètres de fond. Le chiffre de 97% de la surface qui était explorable avec un sous-marin comme Nautil est vrai. Ce qu'il faut voir par contre, c'est que Nautil, c'est un sous-marin habité. Il y a 3 personnes dans une sphère non pas de 1,45 m, mais de 3,50 m. Il va plonger le matin, la descente va durer 3-4 heures, on va rester 4 heures sur le fond, 2-3 heures, et puis on va remonter. Et donc finalement, la surface couverte par un sous-marin, elle est extrêmement faible. On a parlé ce matin d'une connaissance à 2% de la cartographie, de la bathymétrie des fonds, mais aujourd'hui, les surfaces explorées par des sous-marins habités ou maintenant par des ROV sont encore plus faibles, parce qu'en définitive, le sous-marin sur le fond, il est à 0,5 nœuds, il va rester 4 heures. Et avec une visibilité qui se réduit à celle des UDO. Donc, à partir d'un moment, la question, ça a été de pouvoir observer plus longtemps, des surfaces plus grandes, et donc là, les ROV sont arrivés, du moins dans le monde scientifique, parce qu'ils étaient déjà dans le monde de l'offshore, mais les ROV profonds sont arrivés dans les années 90. En France, c'est Victor Simin, nos collègues britanniques ont à peu près un ROV de même performance. Et là, on commence à voir arriver des engins qui vont être capables de plonger 72 heures, télécommandés depuis la surface, dont la puissance descend par un câble optoélectroporteur. Et donc, on va être en capacité, cette fois-ci, d'aller plus loin, de manipuler sur le fond. Le Nautil le fait avec des bras manipulateurs, mais on va être capable, finalement, d'explorer sur la durée. L'étape intermédiaire, d'ailleurs, avant l'intervention de ces engins, ça a été longtemps des sonars grand fond remorqués, et puis maintenant, c'est des engins comme Ulysse, que vous avez vu ce matin, qui a un AUV, qui va être capable, sur la durée aussi, de faire un survey préliminaire qui va permettre finalement de préparer les plongées des engins qui vont, eux, travailler en mode chantier sur des cibles, sur une durée. Donc aujourd'hui, on est passé dans une dimension qui est finalement plus... qui n'a pas permis d'étendre beaucoup plus tellement la connaissance, parce qu'en définitive, c'est des processus lents en termes d'opération, mais qui permettent aux scientifiques d'aller de façon beaucoup plus régulière sur le fond. Nautil, l'année dernière, c'était la 2000e plongée, alors qu'il a été lancé en 84. Voilà. D'accord, ça va. Merci beaucoup. À la lumière de ce bilan qui ouvre du coup de grandes perspectives pour la recherche des grands sous-marins, est-ce qu'on pourrait avoir l'avis de M. Sornin sur les raisons qui poussent aujourd'hui à explorer les grands sous-marins? Alors, je vais commencer par casser l'ambiance. Pour nous, entrepreneurs, océanographes entrepreneurs, les abysses, ce n'est pas une aventure. Si je dis à mes investisseurs associés, nous sommes des aventuriers, ça ne va pas le faire. Donc pour nous, la vision qu'on peut en avoir, c'est une vision d'entrepreneur, d'océanographe, parce qu'on reste scientifique, et qui n'est pas, on est plutôt des explorateurs que des aventuriers. Alors qu'est-ce qui nous a poussé, qu'est-ce qui pousse le monde de l'entreprise
à partir vers les grands fonds, parce que comme vous l'avez vu, on a eu plutôt des doux rêveurs ou plutôt des hyper scientifiques. Bon, l'entreprise, entre les deux, il faut qu'elle trouve son chemin. Et en fait, il y a vraiment deux types de motivation. Il y en a sûrement d'autres, mais moi j'en vois vraiment deux. D'abord, la connaissance, ou les connaissances. Et ensuite, on parlera des suivis et de la protection. Les connaissances, parce qu'on s'attache au patrimoine sous-marin. Moi, j'explique assez régulièrement que la France revendique 12 millions de kilomètres carrés. Pas que moi qui l'explique, mais en revanche, et ça c'est du territoire national. Ce territoire national est inconnu. On n'a rien, vous avez dit 98% inconnu, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est 99? Enfin bon, en fait, il y a une partie considérable, 12 millions de kilomètres carrés, une partie considérable du territoire français qui n'est pas connu. Et je parle du territoire français parce que mes premiers clients sont français, mais je tiens le même discours aux États insulaires, je tiens le même discours à ceux qui ont des ZEE plus ou moins étendus. Et c'est la même chose dans les eaux internationales. On l'a un peu cité à plusieurs reprises, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est une agence de l'ONU, a une responsabilité sur la connaissance, les éventuelles exploitations, qu'elles soient biologiques ou minérales. Et là, on ne connaît rien. On ne connaît rien non plus. On est toujours dans ces 98% inconnus. Connaissance aussi sur les aspects fondamentaux. Donc là, on retombe en partenariat avec l'IFREMER sur l'océanographie fondamentale, parce qu'il y a une nécessité de connaître la biodiversité, une nécessité de connaître la géodiversité, et puis l'hydrodynamique. Quels sont les rapports entre les courants de fond et les changements climatiques? Je fais très court, parce que entre ça, il y a un tas de disciplines. Mais tout ça, c'est inconnu. Et si on voit une modification des grands courants de fond, est-ce que c'est eux qui vont modifier les changements climatiques, ou bien est-ce que c'est lié? Quels sont les liens? Troisième, dans cette nécessité de connaissance, qui motive véritablement nos clients, moi je parle en entrepreneur, ancien chercheur mais entrepreneur, ce sont les sensibilités environnementales. Les sensibilités environnementales avec tout ce qui touche à la gestion de ces territoires sous-marins, qui sont méconnus et qui ont pour lesquels il y a pour autant un certain nombre de velléités peut-être d'exploitation. On n'en parle pas parce que c'est interdit par le président, mais on sait bien qu'il y a à un moment ou à un autre des velléités au minimum d'approcher l'exploitation. Et donc ça, il y a une nécessité d'avoir cette connaissance environnementale, d'avoir cette connaissance des milieux pour avoir la sensibilité environnementale. Pourquoi on a besoin de la sensibilité environnementale? Parce que c'est ça qui va permettre de bâtir des outils de la décision, que ce soit pour les autorités qui vont délivrer des permis, exploitation ou pas, ou que ce soit pour les industriels qui vont connaître les contraintes et les restrictions qu'ils peuvent avoir pour ça. Donc là, c'était le volet, sur les deux axes de motivation, le volet connaissance. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui est lié au suivi, à la protection. Suivi, par rapport à ce que je viens de dire avant, il y a une nécessité dans le temps de suivi. Est-ce qu'on voit des évolutions? Quand on travaille, par exemple, pour un établissement gestionnaire de fonds sous-marins, je pense à l'Office français de la biodiversité, qui gère les parcs marins, c'est bien beau d'avoir une vision à temps T, mais 2 ans, 5 ans après, est-ce que ça a évolué? Est-ce que les mesures de protection qu'on a mis en place sont efficaces ou pas? Et donc là, il y a besoin de ce genre de suivi, justement pour la protection. Mais protection et connaissance également, et je termine cette partie-là, pour tout ce qui a pu être mis en place. Je pense à des petites infrastructures ou à des grandes infrastructures linéaires comme les câbles. On en a beaucoup parlé ce matin et on sait que ça fait partie, et les gens de la défense que vous êtes savent très bien que le câble sous-marin devient extrêmement sensible d'un point de vue stratégique, d'un point de vue... Donc ça, il y a non seulement une connaissance préalable à la pose, mais une connaissance dans la vie du câble, de voir un petit peu comment il évolue, ou bien comment est-ce qu'il est endommagé involontairement. Il y a aussi dans la recherche tout ce que sont les épaves. Et bien entendu, avec un certain nombre de moyens, on va beaucoup plus vite pour retrouver les épaves que si on fait ça pour une sonde.
Et je termine par un certain nombre d'objets, les conteneurs, les boîtes noires. Alors les boîtes noires, on en voit tous l'intérêt. Les conteneurs, on ne sait pas trop. Si c'est des conteneurs de paires de chaussures qui viennent de Chine, on s'en fout. Si c'est des conteneurs qui contiennent des produits radioactifs, et on sait qu'il y en a, et on sait qui ont été jetés dans les océans, c'est quand même un petit peu plus sensible. Donc voilà, qu'est-ce qui motive, puisque c'était la question, qu'est-ce qui motive la vision actuelle, et c'est vrai qu'on voit un engouement pour la connaissance des grands fonds. Très bien. Monsieur Lefort, justement, c'est aussi le rôle de l'IFREMER, je crois, d'effectuer cette recherche, peut-être en vue aussi de l'exploitation dont parlait M. Sornin. Oui, je pense que, en fait, si on parle de la flotte océanographique française, ou des flottes océanographiques dans le monde, leur objectif est finalement un petit peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ce matin vous avez assisté à la présentation de François Ollier, on voit une carte où il y a l'ensemble des traces des campagnes océanographiques françaises dans le monde depuis 1927, donc ça remonte à très loin. On voit aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, comme on voit l'île Bouvet tout au sud. Mais en fait, pour moi, c'est très emblématique parce qu'en fait, ça met aussi en avant le fait que nous sommes en appui des équipes de recherche françaises, non pas forcément sur du quantitatif, on a parlé beaucoup de kilomètres carrés, de pourcentage, mais en fait, finalement, pour les accompagner sur des terrains de jeu historiques qui ont été dessinés par les Outre-mer français. Initialement, les équipes ont commencé à acquérir de la compétence dans un certain nombre de zones, et finalement, elles en ont fait leur champ d'investigation, sur lequel elles ont construit un historique, elles ont construit des données, et finalement, la recherche se nourrit aussi de mode chantier, c'est-à-dire de quelque chose où on retourne régulièrement, on acquiert de la connaissance, et on ne va pas avoir une connaissance expansive et quantitative en termes de mètres carrés, mais on va avoir finalement, à travers des séries temporelles qui se sont installées, on va finalement faire progresser la connaissance du milieu et la connaissance des océans. Je crois que ça, c'est aussi une dimension qui est extrêmement importante. C'est de la même façon que nous opérons, par exemple, des campagnes sur Thalassa dans le cadre de la Data Collection Framework, c'est-à-dire le financement européen pour avoir un état des stocks halieutiques, qui fait que tous les ans, nos bateaux vont retourner sur les mêmes zones, au même endroit, pour avoir des séries. La notion de série en océanographie est aussi très importante pour être capable à la fois de regarder derrière et de se projeter dans le temps. Et puis, en complément, on a aussi beaucoup parlé depuis le début de tous les systèmes sous-marins. Je pense que la connaissance des grands fonds, elle ne se situe pas uniquement à travers l'usage de ces systèmes. Aujourd'hui, les navires océanographiques qui vont déployer par exemple des systèmes de sismiques qui vont permettre d'imager tout le sous-sol sous-marin, de travailler sur, ma foi, tout ce qui est la problématique du manteau, son évolution, sa connaissance, mais aussi sur la prévention des risques sismiques. On a réalisé en 2019 une carotte de 70 mètres de long au large de l'île Bouvet, qui est au fin fond de l'Atlantique Sud, et ça permet de remonter le climat sur des millions d'années. Donc aujourd'hui, la recherche dans les grands fonds, c'est aussi quelque chose qui concerne le sous-sol, quelque chose qui va toucher la colonne d'eau également, et qui fait partie effectivement d'une acquisition de connaissances plus globale. Et je pense que c'est important de voir que c'est toutes ces composantes qui finalement créent de la connaissance, de la richesse. Il faut voir que ça passe aussi d'une équipe scientifique à l'autre. C'est-à-dire qu'un scientifique n'est pas propriétaire des données. Donc toutes les données qui sont acquises par la flotte, elles vont sur des serveurs au CISMER, qui sont des serveurs nationaux, c'est de la donnée ouverte, qui vont permettre finalement d'enrichir d'autres activités. Pour bien comprendre l'importance justement des outils qui ont permis d'y aller, je vais juste raconter l'histoire d'Alvin, quoi. Oui. Et parce que avant 77, on pense que on ne peut pas vivre sans oxygène et sans photosynthèse, c'est à peu près ça. Et puis en 79, Alvin permet d'aller faire des opérations autour de 4000 mètres, ils sont allés sur 4005. Et moi j'ai encore ce que j'ai lu la retransmission du scientifique qui était au fond et qui appelle, qui envoie un message, il dit dis donc, il dit à son scientifique qui est au-dessus, dis donc normalement là, est-ce qu'ils arrivent sur des zones de fumeurs. Donc il dit normalement il n'y a pas de vie ça, ici, parce qu'on savait qu'il n'y avait plus d'oxygène, il n'y avait que du soufre et ça. Il dit normalement il n'y a pas de vie. Le mec dit non, il n'y en a pas. Et il dit bah il y en a plein ici. Voilà. Et dès qu'il dit, on a découvert
à ce moment-là que ce qu'on croyait impossible était possible. Donc, et c'est parce qu'il y a eu ce Talvin qui a permis d'aller là qu'on a pu découvrir une forme de vie qu'on ne connaissait pas avant d'avoir ces moyens-là. Donc c'est vraiment... et c'est pas fini. Puisqu'on parle de technologie, c'est peut-être le moment de passer la vidéo. Je ne sais pas si... en fait, je voulais qu'on vous présente une vidéo qui a été filmée cet été par Jean-Damien Bergeron, qui était dans les rangs, là, qui est directeur des opérations chez Avissa. Et c'est une opération qui a été menée pour l'Office français de la biodiversité. Et je pense que elle est vraiment bien faite. Elle montre bien ce que c'est qu'une opération d'exploration à partir d'un AUV. Donc là, vous voyez le navire support, qui en l'occurrence était un navire du Drasme, et vous voyez l'AUV qu'on a utilisé, qui est un AUV qui est lancé à partir de ce qu'on appelle un LARS, Launch and Recovery System. En fait, c'est la mise à l'eau dans une cage. Donc là aussi, vous parliez tout à l'heure de la mise à l'eau jusqu'à mer 4. Là, on était dans une mer d'huile, donc c'était parfait. L'engin est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il a été programmé à l'avance et il a une capacité de décider s'il remonte ou pas. C'est un peu limite comme intelligence artificielle, mais s'il rencontre un obstacle ou s'il pressent qu'il va rencontrer un obstacle, en gros, si la pente change, il est capable de remonter. Ça, cette vision, c'est ce qu'on peut avoir. Donc vous voyez, c'est au nord-ouest de la Corse. C'est la vision qu'on a avec les données actuelles qui ont été acquises par les navires de surface et les mesures qui sont faites avec des sondes, avec des sonars depuis le haut du navire. On a à peu près un point tous les 500-800 mètres. Et donc c'est un modèle qui est, on le voit bien, qui est très lissé, qui est très... et c'est totalement insuffisant pour avoir une bonne vision pour les biologistes. Nous, on raffine, et vous voyez là avec des points beaucoup plus resserrés, on raffine le modèle naturel de terrain et on va jusqu'à avoir des visions au sonar. Ensuite, on passe toujours avec le même engin, lors d'une autre plongée, avec de la vidéo, ce qui permet aux biologistes d'identifier, et là ils étaient ravis, parce qu'ils ont identifié 2 ou 3 trucs que l'œil non éduqué est incapable de voir. Et donc voilà, on remonte et puis on remet à bord, etc. Donc j'avais beaucoup insisté pour qu'on la voie, parce qu'on en est fiers. Et donc Jean-Damien qui est là-haut peut vous donner plus d'informations que ce que je n'ai pu faire. Je fais ça comme François Ollier. Ou moi, c'est les autres qui savent. Je pense que dans ce que vous avez dit, quelque chose de très intéressant sur l'échelle. C'est-à-dire un modèle numérique de terrain avec une résolution à 500 mètres sur le fond par 6000 mètres, aujourd'hui on acquiert sur un bateau comme le Pourquoi pas, avec un sondeur en 12 kg, 12 kHz de fréquence, qui va faire, qui est logé dans une gondole de 8-9 mètres de large pour presque 13 mètres de long. Et on n'a que 500 mètres de résolution, parce qu'en fait, finalement, les lois de l'acoustique font qu'on va avoir une vision très floutée, comme on l'a vu au début, et d'où l'importance des engins comme les AUV, ou des ROV derrière qui vont être avec une vision encore plus précise, c'est en fait de sortir de cette vision très floutée pour aller voir exactement ce qui se passe. Vision floutée, je vais reprendre le... Je sais pas, ça va bien, ça va bien. Nos amis du CHUM vont peut-être m'en vouloir. L'heure tourne et il faut qu'on continue sur l'exploration des grands fonds. On l'a vu, c'est un domaine de pointe qui mobilise de nombreux acteurs aux technologies de plus en plus complexes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la place de la France dans la rupture des abysses? Monsieur Agnus, je pense que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à une prise de conscience. Ah oui, oui, parce que quand j'étais très actif sur l'article de recherche de la Minerve, et puis quand la Minerve a été retrouvée, quelqu'un, en discutant après les recherches, il y a quelqu'un, donc à l'Élysée, qui disait, en fait, ça a été une prise de conscience, ça a aidé à la prise de conscience de la marine, on se rend compte qu'en fait, on n'était pas opérationnel au-delà de 2000 mètres. Et qu'on avait été obligé de faire appel à des Américains parce qu'on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas le faire de façon efficace, rapide, avec les moyens français. Et ils avaient pris ça un peu comme une prise de conscience qu'il fallait qu'ils agissent plus. Et donc, tous les plans aujourd'hui d'investissement, alors, ne sont pas déclenchés par la découverte de la Minerve, mais ça a été un élément qui a joué beaucoup
dans leur prise de conscience de l'incapacité à être aussi rapide et aussi fort, et qu'on n'était pas au state of the art pour ce qui est de l'exploration rapide. C'était, donc c'est récent, très récent. La découverte de la Minerve, c'est quand même juillet 2019. Et aujourd'hui, Monsieur Lefort, avec le projet France 2030, la place, la France dans l'aventure dans la recherche, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je pense qu'il y a un peu, peut-être, je vois deux questions. La première, en fait, ça peut être la place de la France en Europe. Aujourd'hui, en fait, il y a trois grandes puissances en Europe qui sont aujourd'hui investies dans l'aventure des grands fonds. C'est la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. On est encore en France les seuls à être capables d'opérer un engin habité, c'est notable. Il y a quelque chose qui a été dit ce matin et qui revient de façon très récurrente chez nous et de plus en plus, c'est ces systèmes-là, sans les hommes, ne sont rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous arrêtons nos pieds, je perds les 4 derniers pilotes que nous avons, il faut s'en-plonger pour former un pilote. Parce que c'est quand même des procédures de sécurité qui sont très... quand on est à 4000 mètres, il faut savoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, la mise en œuvre, même avec des LARS ou des choses comme ça se base aussi sur un savoir-faire humain. Donc je pense qu'au-delà de la technique, il y a aussi la capacité des systèmes au sens des instituts ou des flottes. C'est vrai aussi dans le domaine militaire, à être formé, à être capable de faire. Mais je crois qu'effectivement, et l'exemple de la Minerve est important, on a longtemps été, nous, l'IFREMER, les seuls à être capables d'agir au-delà de 4000 mètres. C'est pour ça qu'on était intervenus sur le vol Rio-Paris un petit peu par raccro, puisqu'on était là. Mais effectivement, ça a été, il y avait beaucoup de signes qui montraient que l'État n'était pas en capacité d'aller au-delà de 2000 mètres. Et l'enjeu aujourd'hui de France 2030, je trouve qu'il est très bien ciblé, c'est-à-dire c'est aujourd'hui de faire passer des choses qui sont peut-être dans nos laboratoires, dans nos outils, avec, comme François Aubry l'a rappelé ce matin, nous on a 40 personnes à Toulon, hein, c'est pas un très gros groupe, finalement de les transférer dans le tissu industriel pour être capable finalement de développer une capacité de conception en France. Si on n'y prend pas garde, effectivement, ce savoir va rester dans un petit cercle très réduit qui est celui de l'océanographie, et ne profitera pas à l'ensemble de la communauté. Donc je trouve que moi, France 2030 est une très très belle opportunité pour finalement passer à l'étape supérieure. Les financements qui sont mis en place, normalement, devraient aider à ce mouvement. On peut peut-être donner une idée de ces financements, justement. Oui. C'est une enveloppe globale un peu plus de 300 millions d'euros, on entend dans 300, 350, dont 2 tiers pour de la techno. Hein, et 1 tiers, donc en gros 100 millions d'euros, pour de la prestation d'exploration. Ça, comme vous le dites, c'est une super opportunité, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à la France sinon pas de perdre, en tout cas pas de perdre. Et la différence entre les 300 et 350, c'est 50 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle un PEB en France, c'est qu'en fait, au-delà du transfert à des industriels d'une compétence qui aujourd'hui est plutôt nichée dans les instituts de recherche ou ailleurs, c'est le financement des équipes de recherche françaises sur des sujets d'intérêt nationaux. On a un PEPR grand fonds qui va lui cibler effectivement les grands fonds, ce qui n'a jamais été fait, et ce qui va permettre d'apporter aux équipes de recherche des financements complémentaires, parce qu'une campagne, c'est bien beau d'avoir une campagne sur l'avenir de la flotte, mais il faut aussi préparer cette campagne et puis traiter toute la donnée qu'il y a derrière. Donc en fait, c'est un financement qui se révèle assez global sur la capacité à la fois de développer une compétence nationale et de continuer d'accompagner les équipes de recherche sur des sujets qui sont éminemment stratégiques comme les grands fonds. Très bien. Et donc on a un petit point sur les projets pour la France là, avec France 2030. Peut-être que vous pourriez, dans les 5 dernières minutes qui nous restent, faire un petit point sur les grands projets et les grands défis du futur que vous voyez chacun à votre échelle par rapport aux grands fonds marins. Monsieur Sornin, je vous propose de commencer. France 2030, c'est pour ça que j'ai voulu resituer, c'est parce qu'effectivement c'est une enveloppe globale qui est très très importante. Les défis du futur, c'est d'avoir des équipements qui soient opérationnels. Aujourd'hui, on peut quand même
expliquait que pour descendre à 6000 mètres, on a des protos. Même si nous, on a des fournisseurs norvégiens ou islandais qui ont des machines capables, des drones capables de descendre très profond et qui sont éprouvés. Au niveau français, on a un certain retard. Alors, mes collègues de chez Exail, ECA, seraient pas contents qu'on le dise, mais aujourd'hui, on en est au stade de prototype pour du matériel français, pour descendre. Donc ça, c'est un vrai challenge. Ensuite, il y a une nécessité d'une volonté politique. On la sent, là. Là, je parle en tant qu'entrepreneur, évidemment. On la sent. France 2030 en est une preuve. Il y a un certain nombre de programmes qui l'ont montré. Il faut que cette volonté politique soit affirmée et qu'elle continue avec une vision d'exploration. On met toujours le côté un peu banni de l'exploitation parce qu'on n'en est pas encore là, de toute façon. On est vraiment dans l'exploration. Et là, il y a cette nécessité à ce que la volonté politique soit affirmée. Je vous laisse la parole après, je suis juste un exemple. Début 2019, on est en contact avec le gouvernement, le vice-président de la Polynésie française, qui nous dit, moi j'ai besoin de connaître, ce que je disais tout à l'heure, le patrimoine de la ZE en Polynésie, on peut confier ça à votre société Abyssa à condition qu'on rentre dans le capital, parce qu'il y a un avenir réel. Non seulement sur zone, mais sur toute la région internationale, parce que le Pacifique, c'est des petits États aussi. Bon, tout ça a été cassé parce que la Covid a fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le capital, pas mettre de l'argent, parce qu'il valait mieux sauver les restaurants, l'hôtellerie, etc., les pêcheurs, et ça, on comprend bien. Mais il faut affirmer cette volonté politique au minimum de connaissances. Après, on verra. Monsieur Lefort, je crois que vous voyez aussi de grands enjeux écologiques dans cette recherche. Oui, alors, d'une vision plus côté flotte océanographique, en fait, moi, les enjeux que je vois, c'est qu'on a un certain nombre de briques. On a des AUD d'un côté, on a des roches d'autre part. Demain, en définitive, c'est la notion de campagne connectée, avec une capacité à pouvoir faire travailler en même temps sur un même chantier des AUD, un ROV, d'avoir des relais de surface. Et puis ce qui vient vraiment devant nous, c'est la notion de campagne décarbonée. C'est très à la mode, mais aujourd'hui, on a une nécessité quand même de réduire l'empreinte environnementale de notre activité. Et on en a peu parlé ce matin, parce qu'en fait, c'est des objets de surface, mais par exemple, les drones de surface qu'on voit arriver, à mon avis, couplés aux drones de sous-marins, quelque part vont révolutionner la façon de travailler. C'est-à-dire que si vous avez des drones de surface qui couvrent de très grandes surfaces en cartographie, derrière les bateaux, finalement, on va les utiliser plutôt pour ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire déployer des engins lourds. Donc, on a devant nous une évolution de la vision de l'océanographie qui va s'appuyer sur, finalement, plus uniquement les bateaux, au sens où ils ont toujours été très centraux, mais plutôt sur un certain nombre de vecteurs complémentaires qui vont monter en puissance avec le temps. Et puis ce qui nous attend aussi, et ça peut paraître anecdotique, mais c'est tout le sujet de la préservation, quand on fait même des campagnes, des grands fonds, c'est-à-dire de ne pas polluer. Vous verriez certains sites aux Açores historiquement pratiqués par les Européens, français, anglais ou allemands d'ailleurs, il y a un certain nombre de déchets et régulièrement les autorités portugaises nous demandent d'aller nettoyer. Mais ça fait partie des... Donc effectivement, il y a aussi la question d'être capable d'être intrusif dans le milieu sans pour autant le perturber par nos interventions. Monsieur Agnus, je vous propose de terminer par une note un peu plus littéraire. Oui, plutôt un besoin soit qui est de réguler de façon légale, et surtout, au-delà d'émettre une loi, c'est d'être capable de la surveiller. Parce que le problème, c'est qu'on émet des lois, il faut être capable de les faire appliquer et de vérifier qu'elles sont respectées. Ça, c'est le premier point, pour moi, un vrai enjeu d'avenir des grands fonds. Et puis, l'autre, dont on n'a pas vraiment parlé, mais je pense qu'il est important dans les enjeux de communiquer, de raconter. Que le grand public, d'associer le grand public à tout ça, parce que c'est du rêve formidable. C'est du rêve, et c'est quand même fait essentiellement avec de l'argent public. Donc c'est de l'argent des impôts des gens, c'est peut-être pas mal aussi de leur raconter ce qu'on fait avec leur argent. Et je pense que si il y a une mission qui est très importante, je pense, de la part de tous les gens qui vont être impliqués dans ces programmes, c'est de nous raconter
de raconter ce qu'on peut raconter, il y a des aspects de défense qu'on ne va pas forcément raconter, mais de le raconter pour que le public s'associe à ça et associe ses enjeux, et surtout qu'on est un pays de terriens. Et donc c'est bien de leur rappeler que la mer est aujourd'hui, la France en fait elle est avant tout maritime, puisque c'est les 90% de la surface de la Terre, de la France, elle est en mer. Voilà. Et c'est bien de le raconter. Voilà. Là je plaide pour ma paroisse. Ça va aussi. Merci beaucoup messieurs pour avoir développé tous ces aspects. Je vous propose maintenant d'écouter des questions du public que vos interventions ont pu susciter. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. J'avais une question sur les femmes et les hommes qui vont mettre en œuvre ces services, ces technologies, etc. Est-ce qu'à votre avis, il va y avoir la création de nouveaux métiers, il va y avoir des évolutions des métiers existants, et puis de réfléchir à les former aussi en amont, parce que des nouveaux engins vont arriver. Vous parlez des pilotes du nautique, je serais curieux de savoir quel est leur CV, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, est-ce que ce sont des marins, est-ce que ce sont des pilotes d'hélicoptères. Voilà. Donc sur le volet, on va dire, formation, compétences, et puis je rejoins ce que disait M. Agus sur l'attractivité de toute la filière maritime. Je pense que les grands fonds marins, c'est quelque chose qui peut aussi encore apporter des éléments qui vont pouvoir attirer les jeunes et les moins jeunes vers le métier de la mer. Quelque part, ça peut être un facteur d'attractivité supplémentaire. Je veux bien vous répondre précisément sur la formation des pilotes. Ça avancera la discussion. En fait, les pilotes nautiques sont soit des anciens officiers mariniers de la marine, des gens qui sont venus du CFISMER, donc de l'époque, et les autres personnes sont plutôt des niveaux de licence électrique ou électromécanique qui en fait se sont formés. Aujourd'hui, être pilote du nautique, ce qui est important, c'est d'avoir fait un certain nombre de plongées dans lesquelles les réflexes sur un certain nombre de situations se sont aguerris. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est passé dans notre filière générale, puisque c'est notre filière générale qui opère ces systèmes-là, de gens qui avaient des profils de mécaniciens, d'électriciens, d'hydrauliciens, puisque un sous-marin comme Nautil, c'est ça, c'est l'électricité, l'hydraulique, à aujourd'hui, si on est vous les avez plutôt des profils d'informaticiens, électronique de puissance et autres, et sur lesquels on va recruter effectivement sur des niveaux de compétences qui sont plutôt Bac plus 5 que le niveau antérieur. Et donc là, on rejoint un certain nombre d'évolutions au niveau technologique qu'on voit dans les transports. Voilà. Et par contre, ce qu'on voit arriver, moi je pense qu'il va... Laurent Bouvard en a parlé ce matin assez rapidement, c'est tout ce qui est traitement massif de la donnée. Le sujet de l'intelligence artificielle, de la gestion de gros volumes de données, parce que Nautil c'était quelques heures de vidéo. Aujourd'hui, un engin comme un AUV ou ULIX, ce sont des téraoctets. Il faut les traiter, il faut annoter les images, il faut être capable finalement de repérer dans des milliers d'images finalement celle qui est intéressante, et le scientifique aura beau passer des heures pour traiter une image, il n'y arrivera jamais. Donc la question c'est nos capacités de plonger dans la donnée avec des algorithmes qui vont nous permettre finalement de mettre en relation des jeux de données différents ou d'extraire des données. Et ça, c'est encore un nouveau métier, en tout cas dans le monde de l'océanographie. Oui, moi je confirme, on va avoir, tu disais, des nouveaux métiers, peut-être pas des nouveaux métiers, mais des formations, des adaptations de métiers par rapport au traitement des données, par rapport au... Enfin, je vais dire exactement là, parce qu'on va avoir exactement la même problématique. Nous, on commence à recruter, et les recrutements se font sur des gens qui ont des formations un peu fondamentales liées, alors que ce soit des géologues ou des géophysiciens ou des biologistes, et qui sont de plus en plus adaptés à ces problématiques grand fond. Mais au final, ce ne sont pas forcément des nouveaux métiers, hein, mais des gisements d'emploi, moi j'en suis persuadé. Après, si une filière industrielle se met en place en France, là, il y aura toute une chaîne de métiers, des ouvriers, des techniciens, etc., qui vont aussi participer. Ouais, ouais. Au-delà d'aujourd'hui, on utilise plutôt des systèmes qui sont... Oui, bah, de toute façon, tous les développements d'outils, toutes les maintenances, ça, très clairement, c'est pas forcément des nouveaux... C'est des nouvelles utilisations de métiers existants. Enfin bon, ça on joue sur les mots, là, mais... Est-ce qu'il y aura
Cordier, bonjour monsieur, merci pour votre présentation. À vous écouter, on se rend compte de l'importance d'explorer les fonds marins. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une augmentation significative des moyens sous-marins qui est prévue? Et si oui, quels sont les moyens qui vont être mis? Est-ce que par exemple le nombre de drones sous-marins devrait tripler ou... Alors, bon, je vais laisser. On va répondre à deux fois, je crois. En fait, il y a. En France, en tout cas, parlons de la France, l'exploration, on va dire, des grands fonds, des moyens d'intervention de grands fonds, pendant très longtemps ont été l'apanage de la seule Ifremer avec Nautil, et on l'a dit Victor, et un sonar remorqué. Depuis, on a acquis un ROV profond. On est en train de lancer un deuxième ROV profond avec des technologies nouvelles. Mais la vision du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est notre tutelle par rapport à nos missions qui nous sont propres, et on la partage, c'est que finalement les moyens par rapport à la dimension de la communauté scientifique. Parce que c'est aussi ce qui a été rappelé par François Olivier ce matin, la communauté scientifique française aujourd'hui, dans l'ensemble des sciences de l'océanographie, c'est-à-dire pas uniquement les gens qui font des grands fonds, nous on a à peu près 2 à 3 000 personnes qui embarquent, dont 1 200 tous les ans. Donc c'est pas une communauté qui est très très grande. Donc en définitive, le volume d'équipement pour répondre aux besoins de cette communauté, il n'est pas d'avoir 10 ROV ou voilà. Alors après, il y a une dimension complémentaire qui apparaît, qui est celle qui a été décrite ce matin, c'est la maîtrise des fonds marins dans lequel la marine va vouloir acquérir un certain nombre de moyens. Et puis, ça fera peut-être la transition avec nous. Nous, on voit que des outils comme celui-là, aujourd'hui, par exemple, tous les ans, nous devons répondre à une demande de campagne sur Mayotte pour la surveillance du volcan de Mayotte. Moi, j'avais prévu d'arrêter un des 2 AUV 3000 dont on dispose, et finalement, on l'a gardé, parce qu'en fait, quand on a une campagne de 15 jours à Mayotte tous les ans, ça veut dire 6 mois entre le moment où l'AUV part de France, il est mobilisé sur place, il faut le démobiliser, il faut le ramener. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, la question qui va éventuellement être une question d'augmentation de notre capacité, et pour nous-mêmes, par exemple, de garder 2 ROV et Nautil, ça va être finalement celle de pouvoir être déployés sur des champs qui sont assez éloignés les uns des autres. Surtout qu'on voit se multiplier les observatoires, on a parlé de Marmor au niveau de Mayotte, on parle de Synops en Nouvelle-Calédonie, donc vous imaginez que tout ça, ça ne va pas par transport aérien, et donc en définitive, la duplication des systèmes pour ce qui est de notre métier va peut-être augmenter, mais on ne passera jamais à des très grandes séries, pour le travail de l'océanographie en tout cas. Alors après, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de collectivités qui vont chercher à avoir de la donnée pour préserver et qui, je pense, vont s'appuyer aussi sur des sociétés comme la vôtre. Oui, enfin, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit sur l'Ifremer, qui est le vaisseau amiral de la recherche océanographique, l'Ifremer, je vous le disiez, l'équipe technique pour les grands fonds, qui est à Toulon, c'est 40 personnes. Alors après, il y a tout autour tous les scientifiques, les biologistes, les biologues, etc. Mais 40 personnes pour faire tourner. Donc évidemment, ils ne vont pas pouvoir multiplier. D'où la nécessité d'avoir des entreprises privées. Et c'est là où je commence mon commercial en expliquant qu'effectivement, il y a un besoin, je l'ai décrit et je saurais le refaire, il y a un réel besoin, et donc nous, on va avoir besoin d'outils. Sauf que ces outils sont hyper chers. Enfin, je ne sais pas si vous avez une idée, l'engin qu'on voit ici, il vaut 5 millions d'euros. Donc évidemment, on ne va pas, nous, entreprise privée, en acheter 10 dans les 2 ans qui viennent. Donc le fournisseur, lui aussi, il ne va pas avoir beaucoup de demandes. Donc là, on est dans un cercle qui devrait être un cercle vertueux, qui va l'être, et le business va se développer, la connaissance aussi. Mais la multiplication, je sais pas quel terme vous avez employé, la multiplication des engins, c'est pas pour demain. On va en avoir 2 ou 3, c'est une multiplication quand même. Mais bon. Juste préciser quand même que le navire américain qui a trouvé la lumière, il pouvait opérer 4 drones et 1 ROV en même temps. Oui.
Et alors là, je ne vous raconte pas les émissions carbone. Vous l'avez cité, et nous, on est très attentifs à ça. Et ça me permet de placer qu'en fait, nous avons eu un système qui a été lauréat du concours mondial d'innovation, qui est breveté, qui va nous permettre de diminuer par 4 les émissions carbone dans nos explorations avec des AUV. Parce qu'on ne peut pas non plus se revendiquer protecteur ou dans la connaissance de l'environnement et puis continuer comme font les Américains n'importe quoi. Mais, pardon, juste pour compléter, l'exemple de la lumière est quand même très significatif. Ça va boucler la boucle. C'est-à-dire que nous avons, nous, Ifremer, mis à disposition un engin qui s'appelle Ariane pour rechercher la lumière. Mais en fait, on n'en avait qu'un. On avait un temps de mobilisation qui était réduit. On n'est pas passé sur la bonne zone, donc on l'a pas trouvé. On aurait pu le trouver. Mais les Américains sont arrivés finalement avec une batterie de 4 AUV et ont pu travailler dans la systématique. Donc, la solution, je ne dis pas que la solution, c'est de privatiser l'ensemble des moyens. Mais par contre, à l'échelle de la France, c'est sûrement important d'avoir, je pense que le complément entre l'Ifremer d'une part, les outils de la maîtrise des fonds marins que la marine veut acquérir et des outils privés devrait permettre à l'État français de disposer des moyens nécessaires quand il veut intervenir sur le grand fond, que ce soit sur des sujets comme la lumière ou encore sur le vol Rio-Paris, où en définitive, finalement on a tout arrêté dans les 3 mois, on l'a fait parfaitement en termes d'activité pour se focaliser sur cette recherche. Bon, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. On pourrait continuer des heures, mais c'est l'heure de la pause. Il y avait une question de cette Est-ce qu'en Europe, j'ai une question, merci pour en tout cas. Est-ce que vous pouvez juste rappeler le lien entre le DRASM et l'Ifremer, le lien des employés, et les temps, les nouveaux moyens que le DRASM est en train d'essayer, qui permettent en fait d'opérer de manière rapide, c'est-à-dire avec les engins qu'on peut transporter par voie aérienne. Alors, c'est très simple, nous n'avons aucun lien parce qu'on n'a pas la même tutelle. Le DRASM dépend du ministère de la Culture, l'Ifremer dépend du ministère de la Recherche. Nos missions sont différentes, parce que nous sommes sur la recherche, on est un EPIC, donc on a aussi on fait des travaux pour voilà. Tandis que le DRASM, il est sur sa mission, c'est de repérer, surveiller les épaves. Et aujourd'hui, autant nous sommes sur le grand fond, autant le DRASM, il est sur des fonds qui sont 500 mètres maximum. Aujourd'hui, il a 2 bateaux qui sont l'Alfred Merlin, qui est là, et puis André Malraux. Il dispose finalement d'outils petits fonds. Quand finalement, lui, il va se limiter aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait en propre d'outils pour aller au-delà de 200 mètres. Alors, un outil pour aller à 200 mètres, c'est effectivement facilement mobilisable par voie aérienne. Victor, notre ROV, il fait 5 tonnes. C'est un train de 100 tonnes de matériel quand on veut le déployer. Donc voilà. Mais on va à 6000 mètres, on ne va pas à 200 mètres. L'Ifremer fait le futur et le DRASM le passé. Le futur dépend peut-être aussi du DRASM. Non, mais pas uniquement, et on va pouvoir apporter des précisions. Donc le navire que vous avez vu dans la petite vidéo, c'est un navire du DRASM, c'est le dernier. Ça veut dire aussi que le DRASM participe à des opérations notamment liées au grand fond, par la mise en... Ils n'ont pas forcément en propre le type d'AUV que vous avez vu, mais on peut mettre en place, et j'aimerais bien, tu peux peut-être préciser les outils qu'effectivement le DRASM vient d'acquérir. Oui, en complément de ce qui a été dit, en effet, le DRASM, c'est principalement sur les petits fonds, la recherche archéologique sur avec des plongeurs également, pour faire des fouilles. Et depuis 1 an, là, ils ont testé et validé un ROV donc qui va pouvoir atteindre 2500 mètres et qui est sur l'Alfred Merlin. Donc c'est un ROV Achille 2500. On peut boucler la boucle parce qu'ils ont prévu de le tester normalement sur la lumière. Exactement. Mais leurs missions sont différentes. Leur mission, c'est de localiser, repérer, expertiser des épaves. Et Dieu sait s'il y en a, en fait, ils ont aussi la responsabilité de toutes les épaves, non seulement historiques, mais tous les bateaux coulés pendant la guerre 39-45 et avant, qui aujourd'hui sont susceptibles de relâcher un certain nombre de composants. C'est le DRASM qui est censé intervenir si besoin. Donc ils sont sur une mission qui est vraiment, qui n'est pas une mission de recherche au sens propre du terme, même s'ils en font. Donc, si ce n'est de la recherche archéologique. Ok, il va falloir conclure cette table ronde. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé.